Que la paix soit sur toi, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Sonia. Alaykoum salam, Abdelrahman. J'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Je vais bien, et Ça toi, va. comment vas-tu? Alhamdoulilah, je te remercie pour cette invitation, même si on a pris beaucoup de temps pour trouver un créneau, mais on y est. On y arrive. Ça a essayé de trouver le meilleur créneau, le plus adapté. On a failli se faire ça en studio, mais malheureusement, bon, les emplois du temps n'ont pas matché. C'est vrai que ça a pris du temps, c'est vrai que ça aurait été pas mal en studio, mais bon, après la prochaine fois peut-être, avec plaisir. Peut-être pour une deuxième partie. En tout cas, Sonia, c'est un grand plaisir de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Ce que je propose pour commencer, c'est que tu nous décrives un petit peu qui tu es en quelques mots et qu'est-ce que tu fais de manière générale. Ça va être compliqué parce que tu fais beaucoup de choses, mais je te laisse gérer ça. C'est vrai, je fais beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être brève. Je suis avocate à la Cour de Londres et de Paris, donc je suis diplômée en droit des affaires internationales de Londres et de Paris également. Alors globalement, je suis une avocate. Je suis une avocate internationale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que je suis une avocate qui navigue entre plusieurs juridictions. Concrètement, c'est ça. Parce que souvent, quand on dit international, nos clients ou même en général, les personnes ne comprennent pas. Mais c'est ce que je suis. Donc, j'ai commencé ma carrière à Paris. Donc, j'ai travaillé chez Landwell et Associés, qui est aujourd'hui nommé PwC Avocat, société d'avocats. J'ai travaillé chez Landwell et Associés en gestion d'actifs. Donc, c'est un cabinet d'affaires international, anglo-saxon, dans lequel j'ai pu travailler dans les fonds, dans la structuration de fonds, dans toutes les questions et les problématiques juridiques et fiscales que pouvaient se poser nos clients internationaux. Puis par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler à Londres. Donc c'était complètement un changement puisque ce n'était plus un cabinet d'avocats, mais je suis partie en banque d'affaires privée. Mais c'est une banque du Moyen-Orient qui est Qatar Islamic Bank. Et la particularité de cette banque, c'est qu'il s'agissait d'une banque, et c'est qu'il s'agit aujourd'hui toujours d'une banque islamique. Donc, à cette époque, quand je suis partie à Londres, donc bien entendu, j'ai dû m'adapter en fait à tout cet écosystème qui était tout nouveau. Même si le marché de la finance islamique est très mature à l'étranger, au Moyen-Orient, excusez-moi, ou à Londres, c'est vrai qu'en France, c'est un marché qui à l'époque c'était une niche, c'était pas du tout un marché qui était mature. Et c'est vrai qu'à cette époque, quand j'ai eu l'opportunité de travailler à Londres, c'était dû au fait aussi, dû à mon expérience que j'ai pu avoir en finance islamique, puisque à Paris, chez Landwell et Associés, j'ai également travaillé avec le ministère des Affaires de l'économie. Donc à l'époque, c'était Madame Christine Lagarde et donc ses collaborateurs, dont Monsieur Thierry Dissot. Donc l'idée, c'était de les accompagner dans l'implantation de la finance islamique en France. Donc concrètement, qu'est-ce que je faisais? C'est que je travaillais sur les instructions fiscales. Donc concrètement, je travaillais sur comment mettre en place fiscalement la finance islamique en France. Donc là, je parle de ça, c'était en 2010, c'était à l'époque en 2009-2010. Ouais. Puis voilà, puis après, carrière à Londres, j'ai passé 7 ans de ma vie à Londres. Je suis devenue avocate en Angleterre, avocate d'affaires en Angleterre. En parallèle, je travaillais donc chez QIB UK, puis j'ai travaillé chez QInvest, qui est également en fait une banque d'affaires du Qatar. Et j'ai rejoint également Panmure Gordon, qui est un broker anglais aussi, mais qui était rattaché toujours au groupe Qatari islamique. Donc voilà, j'ai toujours travaillé dans le même groupe pendant 7 ans. Et par la suite, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai créé mon propre cabinet d'affaires international à Londres. Ensuite, j'ai fait beaucoup de choses. Ensuite, j'ai compris très vite que, vous savez, en fait, une chose qui était importante dans ma carrière, c'est que j'ai été formée en institution. Et ça, pour moi, c'est un atout qui est incroyable d'être formé en institution. Mais j'ai compris très vite que quand on est en institution, on est dépendant de l'institution. On est dépendant des produits qui sont proposés par l'institution. On est dépendant également, de toute la structure en soi. Et j'ai aussi compris très vite que la clientèle de la banque, n'était pas forcément très satisfaite
des produits qui étaient proposés ou autres, hein. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat et proposer moi-même des services qui seront faits sur mesure et qui répondront à leurs besoins. D'où est venue cette idée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé Dynasty House Consulting à Londres. Donc, à cette époque, donc en 2016, j'offrais des services juridiques puisque j'étais avocate d'affaires à Londres, puis je suis devenue par la suite avocate d'affaires à Paris. Donc, j'avais cette double compétence qui me permettait notamment d'intervenir en conseil et en contentieux. Donc, ma clientèle appréciait cette double compétence. J'étais française, je parlais couramment anglais, couramment français. Je connaissais la culture, en fait, la culture anglaise, la culture française. Et donc, je pouvais très bien naviguer entre deux juridictions. Je pouvais répondre à tous leurs besoins, qu'il s'agisse en partant de la création à la structuration, au développement international. Donc ça me permettait notamment d'intervenir sur plusieurs sujets. Et donc, par la suite, ma clientèle a été attirée par le Moyen-Orient. Vous savez, il y a eu un engouement ces derniers temps. Dubaï, Qatar, Arabie Saoudite. Et donc, avec mon équipe, on s'est dit, attends, il y a quand même, notre clientèle est vraiment intéressée par le Moyen-Orient. Ils veulent créer des sociétés sur place. Ils veulent se développer à l'international parce que, au final, l'argent est là-bas. Donc forcément, comme j'avais une clientèle fortunée, ils étaient dirigés vers l'argent. Où se dirige l'argent? Ma clientèle y va. Donc, j'ai dit à mon équipe, il faut que je me rende à Dubaï. Je connaissais très bien le Moyen-Orient puisque je travaillais pour le groupe qatari à l'époque, donc je voyageais énormément. Encore au Qatar? Non, t'es rentré. Comment? Tu as habité au Qatar ou tu faisais les allers-retours au Qatar? Je faisais beaucoup d'allers-retours, mais sinon, le plus longtemps que je suis restée au Qatar, c'était 1 mois, puisque en fait, la banque, moi, je travaillais de Londres, en fait, à la base. D'accord, ok. Et je voyageais beaucoup au Moyen-Orient, en premier, donc c'est le Qatar, Dubaï, et donc je suis restée 1 mois sur place, et après je faisais des allers-retours très régulièrement. Donc je connaissais très bien le Moyen-Orient, je connaissais la culture, la clientèle, ma clientèle à l'époque, c'était vraiment une clientèle du Moyen-Orient, donc je connaissais les codes, je connaissais la finance islamique, le marché mature sur place, donc c'est quelque chose que je connaissais très très bien. Et donc par la suite, comme je disais, on est parti à Dubaï avec mon équipe et on s'est dit là il y a quelque chose à faire sur place et donc on s'est installé. Donc maintenant on a une présence également à Dubaï et ça a permis aussi à ma clientèle qui était intéressée par Dubaï, par le Moyen-Orient, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. d'avoir en fait une équipe sur place qui pouvait répondre à l'ensemble de leurs besoins. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui nous avons notre cabinet d'avocats qui est à Londres, qui est de l'illégal, solliciteur et avocat, puisque mon cabinet est composé non seulement d'avocats français, mais également de solliciteurs qui sont des avocats anglais. Et nous avons notre cabinet d'affaires qui est basé à Dubaï, qui lui, en fait, intervient davantage sur tout ce qui est conseil en investissement immobilier. Et c'est vrai que je l'avais pas mentionné, mais j'ai également une clientèle sportive, une clientèle des footballeurs professionnels de première ligue. Et donc, on intervient beaucoup en gestion de droits du sport, et donc on intervient on les conseille au niveau sportif, extra-sportif. Donc ça, c'est une chose que l'on fait à Dubaï, au Moyen-Orient, mais dans tout le monde entier. On le fait également en Europe, mais notre cabinet se trouve à Dubaï. Et j'interviens également en conseil en contentieux à Paris, en France, bien entendu. J'ai ma clientèle, ce sont des TPE, des PME, des PMI, nous avons des startups, nous avons également des dirigeants d'affaires. J'accompagne également des artistes, des influenceurs dans toute leur structuration et leur développement, que ce soit en France ou à l'étranger. Parce qu'il faut garder en tête, c'est que moi, à la base, je suis française. Je suis française d'origine tunisienne. J'ai fait mes études en France et en Angleterre. Et ma clientèle est francophone, française. Soit elle est résidente en France et elle a des business ou des affaires à l'étranger et en France. Ou soit c'est tout à fait le contraire, c'est elle vient de France, mais elle est partie à l'étranger se développer, faire les affaires. Et donc, ils ont besoin d'un cabinet qui les comprennent et qui puissent répondre à leurs besoins aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc voilà, globalement, c'est ce que je fais. Donc, si on doit résumer les choses, avocate d'affaires internationale entre Londres, Paris et Dubaï. Et j'interviens également, j'ai une casquette qui est footballistique et une casquette aussi en investissement immobilier. Et pourquoi je fais ça? Parce que vous allez me dire, ok Sonia, tu fais beaucoup de choses. Je fais pas beaucoup de choses. En fait, toute ma carrière, ça a été ça. J'ai essayé de répondre aux besoins de mes clients et j'ai compris en fait que mes clients qui étaient une clientèle d'affaires, puisqu'au final, toute ma carrière a été en affaires. Je n'ai pas une clientèle, on va dire l'individu lambda. Je n'ai pas ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment une clientèle d'affaires. Donc même si c'est des startups, ce sont des hommes d'affaires qui créent des startups, etc. Mais l'idée, c'est que je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment des besoins particuliers. Et ces besoins étaient toujours tournés soit vers la structuration juridique et fiscale, la succession, le patrimonial, les investissements immobiliers, comment générer des revenus.
Donc, on a l'impression que c'est beaucoup de choses, mais ça l'est pas forcément parce que chaque individu, selon son background, selon son éducation, selon ses objectifs, et ben forcément ils ont les mêmes axes de réflexion. Et c'est ce que j'ai compris. Et donc j'ai essayé d'adapter en fait mon expertise pour pouvoir répondre à leurs besoins. C'est pour ça que j'ai acquis mes diplômes en droit anglais, en droit français. J'ai acquis cette expérience, cette expertise en institution, en vraiment banque d'affaires, mais aussi en cabinet d'avocat. Donc tout cela a été d'une certaine manière stratégique pour pouvoir par la suite être entrepreneur et répondre aux besoins de ma clientèle. Voilà. Ok, je pense que tu as une big picture, une image complète un peu de ce que tu fais. On va rentrer dans le détail un petit peu. Bien sûr. Déjà, par rapport à ton parcours, tu as évoqué très tôt que tu as travaillé en tant qu'avocate en France, donc, et que tu as accompagné en finance islamique sur des projets à l'époque, c'est en 2008 ou 2010, je sais plus. C'était en 2009. 2009, entre les deux. Là, 2010. Ouais. Oui, 2009, oui. Parce que je suis partie en 2010. Donc, oui. Ça marche. Et donc, devenir avocate, c'était une vocation? C'était quelque chose que tu savais que tu voulais faire? À devenir avocate, ça a été mon objectif premier. Alors, j'avais l'âge de 18 ans, je devais réfléchir. Où est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je devais aller à la faculté, mais je savais pas vraiment quoi faire. J'avais une âme littéraire, mais j'avais mes parents, en tout cas mon père, qui me disait, Sonia, il faut que tu choisisses un métier. Et il y en a plusieurs qui sont très intéressants, comme le métier d'avocat, le métier de ministre. Donc voilà, mon père, il avait vraiment il avait pas mal d'idées en tête. Et c'est vrai que, compte tenu de ma personnalité, je suis une personne qui est vraiment à l'écoute. J'ai toujours été comme ça très, très jeune. J'ai eu beaucoup d'empathie aussi. Et c'est vrai que je suis une personne qui a toujours aimé trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut avoir le savoir. Et j'ai toujours pensé que on peut pas connaître la solution si on n'a pas le savoir. Concrètement, c'était vraiment ça ma réflexion. Et donc, je me suis dit, le seul moyen pour aider, parce que j'ai toujours cette âme, j'aime aider les autres, hein, ça fait partie de ma personnalité. Je me suis dit, il faut que je devienne avocate pour pouvoir connaître déjà, apprendre, connaître et appliquer et les aider. En fait, concrètement, c'était ça. Et donc, dans ma tête, ça a toujours été, mon souhait a toujours été de devenir avocate. Vraiment, toujours, toujours. Je t'avoue que quand j'étais au lycée, je me souviens encore vous savez, quand on passe avec la conseillère d'orientation et quand je lui ai mentionné que je voulais être avocate, elle me disait, mais Sonia, c'est trop dur d'être avocate. Alors ça, c'est une réflexion très française. Tout est dur. C'est trop dur d'être avocate. Et j'ai dit, oui, je le sais que c'est dur, mais tous les métiers sont durs, de toute façon, mais c'est une chose que je peux faire. Et je me souviens qu'à cette époque, elle me disait, mais non, Sonia, tu devrais faire autre chose. La vente, c'est très intéressant. Voilà, elle me donnait plein d'idées, mais qui ne correspondaient pas du tout à ce que je voulais. Et alors, j'ai un défaut et j'ai une qualité, mais qui est le même. Je suis très têtue. Et têtue, on va dire que tant qu'on n'arrive pas à me convaincre, et ben je reste sur mes positions. Et c'est vrai que je ne sais plus comment s'appelait cette personne, mais je crois qu'elle a joué un rôle dans le choix de mes études. Donc quand elle m'a dit que c'est trop dur, et ben dans ma tête c'était, je vais lui prouver que non seulement oui je sais que c'est dur, mais que je vais y arriver. Et donc concrètement, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mes études de droit. Donc comme tu le sais, les études de droit c'est long, c'est très très long. C'est très dur, hein. Ça l'est, hein. Tu sais, moi, je suis une personne qui n'a pas de facilité. Je n'ai pas de facilité, mais je suis une bosseuse. C'est juste ça. Je suis quelqu'un qui la spécialité dans le droit international, c'était déjà aussi quelque chose que tu avais choisi ou c'est venu au fur et à mesure? Pas du tout. J'ai toujours pensé faire ma carrière en France, rester en France auprès de ma famille. Tu sais, moi, j'ai toujours été comme ça. Je vais être avocate française, avoir mon cabinet en France, être proche de ma famille. Je n'ai jamais pensé une seule seconde de partir à l'étranger. Et c'est pour ça que je dis souvent que la vie est pleine de surprises. Puisque la vie a été vraiment, c'est un cadeau pour moi parce que ça a été que des surprises. Tu sais, les personnes que j'ai pu rencontrer ont joué énormément dans mon évolution et dans les choix de carrière que j'ai pu faire. Alors qu'à la base, concrètement, j'ai fait mes études de droit à côté de chez moi. Je suis née dans le 78 dans les Yvelines, donc j'ai même pas été à Paris à la base. Je suis restée à la faculté de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines à côté de chez moi puisque c'était à côté de chez mes parents, donc j'ai pas été très loin. Donc je pensais vraiment faire ma vie à Paris, en tout cas en région parisienne ou Paris, mais en France. Ouais. Et le type de droit, juste avant ça, pardon, le type de droit que tu as choisi, droit international, je voulais dire. J'ai toujours choisi droit. Alors c'était droit privé. On commence, tu sais, c'est droit privé, droit public.
Moi, j'ai suivi Ok, le droit privé. J'étais très forte en droit privé, en droit des sociétés. C'était ok, vraiment une matière que je maîtrisais très très bien. Après, je maîtrisais aussi le droit du travail, tout le droit privé. Le droit public, c'était pas trop mon truc parce que je pense qu'il faut ouais, avoir vraiment des qualités requises pour. Mais moi, j'étais très droit privé, droit des affaires, droit civil, droit des contrats. C'est vraiment et c'est mon expertise aujourd'hui. d'accord, ok. Droit des contrats, droit privé, droit des affaires, droit de la fiscalité. C'est vraiment les choses vers lesquelles je me suis dirigée, vraiment. Donc voilà, concrètement, c'était ça. Donc le droit, ça a toujours été une évidence pour moi. Le métier d'avocat, ça a toujours été aussi une évidence, même si concrètement ma personnalité a changé avec l'expérience forcément, puisque quand on a quand on imagine un avocat, c'est un avocat qui est un orateur, qui est beaucoup dans je sais pas, c'est comme un acteur en fait, un avocat concrètement. Il doit toujours en faire beaucoup dans sa manière de parler, dans les raisonnements qu'il va avoir, dans les arguments qu'il va trouver. Ça, c'est une chose que j'ai dû apprendre. J'ai dû forger ma Ouais, personnalité pour devenir un bon avocat. Je ouais. pense que j'avais certains atouts, mais il fallait bien sûr avec l'expérience et l'expertise que je forge ce caractère pour devenir l'avocate que je suis aujourd'hui. Voilà concrètement. Et au niveau de l'entourage que tu avais en tant qu'étudiante, tu retrouvais des personnes qui te ressemblent? Pas du tout. Alors moi, mes parents, c'est des entrepreneurs dans la restauration. J'ai vécu dans la restauration. C'est comme si j'étais née dans la restauration. Donc il était Mhm. évident que par la suite, j'ai mon propre restaurant. Voilà. Ouais, Pas du tout, mes parents n'ont pas étudié, donc j'ai pas eu un environnement, on va dire intellectuel autour de moi, hein, même s'ils avaient l'intelligence. Ils avaient l'intelligence, la réelle intelligence, on va dire, mais pas l'intelligence intellectuelle dans le sens, ils n'ont pas été scolarisés, mes parents. Et donc, on est les ok, premières, moi et mes sœurs, à être parties à l'université, concrètement. Donc, pour mon père, c'était tout de suite une fierté puisqu'il n'a pas eu la possibilité d'aller à l'université, même ma mère. Et donc c'est pour ça qu'il nous a toujours beaucoup encouragés bah, dans les études, hein. Pour moi, c'était inévitable, c'était indispensable que je fasse mes études, que je fasse des études, puisque mes parents n'ont pas eu la possibilité de le faire. Et de toute façon, il fallait que je le fasse. Voilà. Mon père me disait toujours que c'est le minimum légal, les études. Donc ouais, l'idée, c'est ça. L'idée, oui. Donc non, l'université, donc mon entourage. Alors je t'avoue que tout au long on va dire de ma scolarité, et je n'ai pas eu d'entourage avocat ou des personnes qui ont pu m'inspirer et qui ont pu me dire, voilà, pour lesquelles j'ai pu me dire, ah bah tiens, je vois exactement ce que je peux faire. Pas du tout, puisque j'ai commencé des stages très tard. Et donc, comme je l'ai ouais, dit, mon entourage familial n'était pas du tout dans le métier, dans les métiers juridiques. ouais, Donc moi, j'ai été dès le départ à la faculté. Je restais, voilà, je travaillais, j'étudiais, donc j'avais pas de facilité, comme je te dis. Donc moi, pour moi, il fallait que je bosse dur, dur, dur. moi tu Donc viens j'avais toute pas seule. vraiment le temps. Ouais, j'étais seule. J'avais pas beaucoup le temps de socialiser. Et même, je me souviens à l'époque, en première année de droit, j'avais le bibliothécaire qui me disait, mais Sonia, mais c'est tes années de faculté, il faut que tu sortes, il faut que tu profites. Profite. C'était pas mon objectif. C'est ça, mais Ouais, exactement. Tu sais, j'étais à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. C'est une ok, université de droit où la majorité, on était 500 en première année. On va dire que si jamais tu dois faire une estimation des immigrés ou autres, on était deux, peut-être trois. Tu vois? Donc, en fait, j'étais en minorité, hein, que ce soit en tant que femme. Bon, il y a quand même beaucoup de femmes, mais j'étais en minorité parce que j'étais enfant d'immigrés. Mais c'est vrai que oui, à cette époque, on me disait amuse-toi, il faut t'amuser, c'est la faculté, il faut profiter. Mais moi, c'était pas mon objectif. Je sais pas quand j'avais un objectif qui ouais, était clair. ouais, Il fallait que je hmm, réussisse mes études de droit, que je devienne avocate. Mais alors après, en termes de, j'avais énormément d'amis sur place. On avait tous les mêmes objectifs. C'était très compétitif le droit. C'est très ouais, compétitif. ouais, bien Donc, sûr. on veut être le meilleur forcément puisqu'on est regardé, puisqu'il faut trouver les bons stages. Donc voilà, il y avait quand même, on t'apprend très tôt la compétition. Mais j'avais pas d'entourage dans le milieu juridique, donc je me suis fait toute seule d'une certaine manière. Et comme tu as pu le voir par la suite, c'est pas forcément une carrière juridique uniquement que j'ai fait. J'ai fait aussi une carrière en finance. Donc tout cela a été fait au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des personnes qui ont cru en moi, qui ont vu en moi des choses que Ouais, je ne savais même pas. Mais comme ils avaient l'expérience et l'expérience de la vie, bah, ils ont réussi un petit peu ils m'ont guidée, quoi. Ils m'ont guidée. ouais. Et du coup, fast forward, on va dire, quelques années plus tard, donc tu passes le barreau. Le barreau, Tout se passe bien, voilà. très bien passé, le barreau anglais. Ouais. Je t'avoue que la faculté en Angleterre, c'est incroyable. C'est complètement T'es différent passé de directement. T'as fait d'abord le barreau anglais avant le barreau français.
Oui, alors moi, je t'explique. Moi, j'ai déjà eu mon master de droit français. Je l'ai eu. J'étais diplômée en droit Ok, français à la base. Donc, j'avais déjà un master ok, 2 de droit français. Mais ensuite, je devais ok, passer le concours d'avocat en France, mais j'ai eu l'opportunité de travailler à Londres. Donc, je suis partie à Londres. Et quand je me suis renseignée, en fait, à Londres, de comment ça se passait, si on pouvait obtenir le barreau, avoir une équivalence ou quoi que ce soit, comme j'étais juriste française, ils m'ont dit, en fait, qu'il fallait que je repasse, on appelle ça le GDL et le LPC. Donc, je devais passer 4 ok. ans d'études. Tu reprends tout, hein, parce que le droit anglais et le droit français, c'est pas la même chose. Ça, on va dire, Ouais, c'est presque les mêmes bases, mais c'est quand même très différent. Tous les cours étaient en anglais. L'université anglaise, c'était pas du tout du droit français. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, pas de problème, je vais le faire. GDL et LPC, mais moi, ok, je travaillais en banque d'investissement. Je travaillais déjà de 7 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Donc, comment je ok. pouvais placer ça? Et donc, je suis partie voir mon CIO. Je lui dis, voilà. Je lui dis, aujourd'hui, je travaille avec vous. Je suis très heureuse. Tout va très bien. Mais je ressens dans mon travail que j'ai besoin de connaître le droit anglais. C'est ce que je lui ai dit. Alors que je n'avais pas forcément qu'une casquette juridique au sein de la banque, hein. J'avais une casquette commerciale. Hmm, Je voyageais dans le monde entier, hein, en Europe, au Moyen-Orient. Mais comme j'avais cette âme de juriste et que j'avais entre les mains des documents juridiques anglais, et ben, je suis partie voir mon CEO. Je lui ai dit, moi, je veux devenir avocate anglaise. Laissez-moi un petit peu de temps, au moins le soir, pour que je fasse du cours du soir. Ça va rien changer, ça va juste pour être pour moi, pour acquérir des compétences et aussi pour en faire profiter la banque. Donc, c'était ça ma stratégie. Il a accepté tout de suite, mon CEO, il m'a dit pas de ouais, problème, mais Sonia, tu partiras à 5 heures. Bah, à 5 heures après, tu peux faire tes cours de droit. Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Donc, j'allais travailler en banque d'affaires, en faisant cours du soir, et je suis excellent. devenue avocate anglaise. Voilà. Ok. T'as évoqué la transition, enfin, la transition France-Angleterre comme si c'était facile. Comment t'as trouvé cette opportunité? Comment ça arrivé sur la table? La transition France-Angleterre, tu veux dire d'être partie en Oui, Angleterre? oui, oui. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que je représentais Landwell et Associés pour l'implantation de la finance islamique en France. Donc à cette époque-là, peut-être que tu Pendant tes n'étais pas. études, t'avais commencé à travailler en France déjà. Alors moi, j'ai commencé ma carrière en France, en cabinet d'avocat en D'accord, France. ok, C'est Landwell et Associés. ok, Donc j'étais dans le ok. département asset management. On s'occupait des fonds, toutes les questions juridiques qui sont liées aux fonds, la fiscalité, la finance en fait. C'était vraiment le côté financier, fonds, asset management. Et à cette Ouais, époque-là, c'est là que apparaît tout d'un coup, on a un intérêt pour la finance islamique. Et donc, tu sais, à l'époque, ouais, Qatar Islamic Bank voulait ouvrir en fait une banque ouais, ici. à l'époque. L'Andouane associé, D'accord, il je me dit, comprends bien. tiens Sonia, t'es diplômée, parce que à l'époque, j'étais diplômée aussi en finance islamique. J'avais fait un certificat dans un institut privé. Et donc, ils m'ont Pendant dit, tes Sonia, études. voilà, c'est juste après mes études, j'ai fait mon master, 1 an de Ouais, finance islamique, et j'ai travaillé directement chez Landwell et Associés. Et ils d'accord. Et m'ont la dit, finance islamique, parce que je vois, tu n'avais pas mentionné cette partie-là. Qu'est-ce qui t'a oui, poussé à partir à faire des études en finance islamique? je t'avoue que alors, quand j'ai terminé mon master, j'ai commencé à chercher du travail. Ouais, J'étais juriste, ok, j'étais pas avocate. Et ben, je t'avoue ok. que j'ai eu énormément de portes fermées. C'est difficile de trouver du travail en général, de toute façon. Donc j'ai eu beaucoup de portes fermées. Et moi, je suis une personne qui ne reste pas sur mes acquis. Donc l'idée, c'est que je me suis dit, je vais continuer à faire les entretiens, mais il faut quand même que j'acquière des compétences parce que je peux pas laisser en fait un espace vide, voilà, des mois et des Ah, mois d'accord. sans rien faire. Et Et donc, c'est pourquoi là pas que le j'ai barreau? entendu, hein, Pourquoi pas le barreau directement? Pourquoi t'as pas terminé je sais pas, je t'avoue que je m'étais dit, je sais pas alors, je t'avoue que j'avais pensé à passer le barreau directement. mhm. Et je m'étais dit qu'il faut d'abord que j'avais envie de travailler. J'avais besoin de travailler. En fait, j'avais envie de travailler. Tu sais, l'idée, quand on fait 5 ans d'études, on n'a qu'une envie, c'est d'être Ouais, dans c'est le monde long. du travail. Et donc, je me C'est suis dit, long, ça, ouais. Ouais. je pourrais le faire après. De toute façon, sous le barreau, tu Ouais. passes le CPA, tu passes le concours. Après, tu as 2 ans d'école d'avocat. Donc, je suis dans tous les cas, si je rejoins un cabinet d'avocat, il va me demander quand est-ce que tu passes le barreau. Donc, l'idée, c'était un peu de faire les choses. Ouais, je sais pas pourquoi à cette époque j'ai pris cette direction-là, mais j'ai fait des choses comme ça. Donc, j'ai pas encore passé le barreau, mais je m'étais directement lancée dans ma quête d'acquérir encore des compétences parce que je me cherchais d'une certaine manière. Je pense qu'à cette époque, je voulais pas forcément avoir une carrière simple. Je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaise. Et donc, j'ai fait Ok, 1 an d'études en finance islamique et ça m'a ouvert énormément de portes, puisqu'à cette époque, il y avait beaucoup de conférences qui s'organisaient en finance islamique. Et donc, quand tu fais des ok, conférences, forcément, tu rencontres beaucoup de personnes. Et c'est là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça que le réseau, c'est très important, c'est là qu'en rencontrant des gens, tu discutes, tu partages tes projets, puis ces personnes-là partagent leur expérience. Et c'est là qu'ils disent, bah tiens, pourquoi tu travailles pas avec nous à Londres? Ça a été vraiment ça. Ça s'est passé comme ça, concrètement.
J'étais déjà chez Landwell et Associés. Et donc, comment s'est passée la passerelle entre la France et Londres? C'est que j'ai rencontré un de mes mentors, qui est devenu un de mes mentors par la suite, Anwar Adam, et qui était le Head Ok. of Asset Management de QIB UK. Donc Hmm. voilà, je l'ai rencontré, on s'est rencontrés en conférence, et c'est lui qui m'a proposé, il m'a dit, Sonia, tu as le profil, pourquoi tu rejoins pas mon équipe? Donc moi, à l'époque, je pensais passer toute ma vie en France, donc je lui ai dit, mais pourquoi j'irais à Londres? Je ne connaissais pas Londres, hein, ni l'Angleterre. Ouais. J'étais jamais Ouais. allée sur place. Et j'y ai réfléchi, et je me suis dit, tu sais quoi, Sonia, il faut que tu ailles à l'international, il faut que tu ailles à l'étranger. Pourquoi? Et tu sais pourquoi j'ai eu cette réflexion-là? C'est que quand je suis arrivée chez Landwell et Associés, et ben, je me suis rendu compte que avoir comment dire, un CV linéaire, c'est bien, CV français, droit français, il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu as une composante internationale dans ton CV, que ce soit la langue, les langues que tu connais, que tu maîtrises, Ouais. ou que ce soit l'expérience internationale, ça a un atout majeur. Ça change considérablement ton profil. Et c'est ce que j'ai compris, puisque forcément, chez Landwell et Associés, c'est un cabinet international. Et donc, on avait Ouais. des confrères qui venaient de New York, qui venaient d'Angleterre, qui venaient de Vietnam, Ouais. qui venaient de partout dans le monde. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On parle pas d'eux de la même manière. C'est Hmm. étonnant, hein. C'est juste, ils parlent l'anglais couramment. Aujourd'hui, je parle l'anglais couramment. J'ai pas l'impression que bon, je parle Ouais. l'anglais, mais je Ouais. t'assure que quand tu es en France, quand tu es dans un cabinet, dans une structure, et que des personnes viennent de l'étranger qui maîtrisent une langue, deux, trois langues, qui ont une expertise internationale, on les traite pas de la même manière. Et donc, j'ai compris très tôt ça, et je me suis dit, Sonia, c'est l'opportunité. On part à Londres, et je suis partie. Et comment ont réagi tes parents, toi qui as passé toute ta scolarité autour de... C'était très dur. Ça a été très dur pour ma famille. Alors, mon père m'a soutenue tout de suite. Il m'a dit, pars, ma fille. Ma mère, ça a été plus difficile pour elle, puisqu'elle a toujours pensé que je resterais à la maison. Et j'ai une sœur jumelle aussi. Donc, très, très proche. Je Ah, suis très proche de ma sœur jumelle. Et c'est vrai que ça a été difficile, mais il fallait que je le fasse parce que c'était ma vie, hmm. c'était ma carrière. Et je pense que dans les choix qu'on fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on grandit, on évolue, notre personnalité, elle change. Et je savais que c'était la chose que je devais faire. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout une seule seconde. Je pense que j'aurais dû partir plus tôt. Mais Ouais. non, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Ça a été difficile puisque j'ai dû grandir. J'ai dû grandir très vite. Être Ouais. seule dans un pays où tu ne connais personne. Tu penses que tu maîtrises l'anglais, mais tu te rends compte quand tu arrives en Angleterre que tu ne maîtrises pas l'anglais du tout. Puisque quand en Ouais. France, on apprend l'anglais, c'est pas du tout la même manière de le pratiquer dans tes actes quotidiens. C'est pas du tout la même manière. En tout cas, ça a été, tu vois, je t'explique tout ça, mon expérience avec mes mots, comment je l'ai ressenti. Mais ça a été vraiment une expérience incroyable. Donc voilà. Donc oui, avec ma famille après, je venais les voir régulièrement. Je suis très Ouais, proche de c'est ma pas très famille. loin quand même, malgré tout. Ouais. C'est pas loin. Et Hmm. tu sais, quand tu vis à l'étranger, c'est là que tu fais plus d'efforts. On a tendance à vivre à côté de nos Ouais. familles. Quand on est à côté, on sait qu'on est à côté. Mais quand on est loin, eh ben, tout est important. Tout est important. Donc, Ouais. tu partages tout. Tu prends beaucoup plus de nouvelles tous les jours. Tout est important. Tu veux partager tous tes actes, en fait, du quotidien. Donc, je pense qu'on est bien plus proche. Je suis autant proche que mes sœurs avec mes parents, malgré que je suis à l'étranger depuis quand même pas mal de temps maintenant. Voilà. Et comment est-ce que tu penses que cette expérience, ces premières années, en tout cas à l'étranger, t'ont forgé, ont participé à qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a Alors, je apporté? t'avoue que toute cette expérience à l'étranger m'a forgé, m'a changé, m'a fait grandir, a développé en fait un caractère que je pensais pas avoir. Vraiment, ça a été une expérience enrichissante. Tu sais, j'ai enseigné à l'université de Dauphine pendant un an, et j'interviens aussi beaucoup dans des écoles musulmanes, pour quand ils veulent avoir des profils des profils comme moi, des personnes qui viennent de France, qui sont parties à l'étranger et qui ont une carrière entre guillemets. Et c'est vrai que je leur dis tout le temps, si vous avez l'occasion de partir, partez. C'est enrichissant. Vous allez rencontrer des personnes de tout horizon. Ça va vous changer votre état d'esprit, votre mindset, tout va changer, et vous allez vous reconnaître et peut-être même mieux vous connaître. Et ça a été ça pour moi. Vraiment, je me suis épanouie à l'étranger. J'ai fait des choses qu'aujourd'hui, quand j'y repense, c'est incroyable. Quand je suis devenue entrepreneur d'un coup, j'appelle mes parents, je leur dis bon, c'est bon, j'ai quitté la banque, maintenant je lance ma société. Tu vois, c'est quelque chose que quand tu y repenses, tu dis mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû rester en institution. Voilà, Ouais. pourquoi partir? C'est en fait ta carrière, en fait ta personnalité change. Les gens que tu rencontres aussi te stimulent beaucoup. C'est vrai qu'en Angleterre, j'ai été vraiment stimulée. Tu sais, en Angleterre, c'est très dynamique, hein.
La France est dynamique, mais moi, ça a été beaucoup plus dynamique pour moi en Angleterre qu'en France. Après, c'est vraiment une expérience personnelle. Moi, quand je suis arrivée en Ouais. Angleterre, je rencontrais des personnes autour de moi qui parlaient plusieurs langues, qui faisaient de la finance, qui faisaient de l'histoire, qui faisaient du droit, qui faisaient, tu vois. Alors que nous, en France, on nous dit, bah, tu suis un chemin, suis ce Vas-y. chemin, sois le Ouais. meilleur, trouve ton petit travail, puis c'est bon. Alors qu'en Angleterre, c'est pas du tout ça. Moi, quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai pris des cours du soir en business, en droit en anglais. Fait que Ok. j'améliore le speaking, le reading, le writing, fait que j'améliore tout ça. J'ai pris des cours de finance conventionnelle. J'ai passé l'IMC, Investment Management Certificate. J'ai repassé encore un examen en finance islamique, puisque quand on travaille en banque islamique en Angleterre et au Moyen-Orient, on te demande de passer Islamic Finance Qualification. Donc j'ai passé ça. Tu vois, c'était continuellement. Je suis entrée dans un processus où il fallait acquérir des compétences. Et j'étais entourée Ouais. de personnes autour de moi, mais qui étaient incroyables, qui avaient des compétences incroyables, qui parlaient plusieurs langues, français, arabe, anglais, allemand. T'es là, tu arrives, tu parles français et puis un petit peu anglais. Donc il fallait vraiment que je rattrape un petit peu Ouais. cet écart. Et sans compter la dynamique de business. Vraiment, j'ai rencontré des personnes qui étaient issues de familles entrepreneurs, qui avaient de très grandes entreprises. Et là, quand tu rencontres les enfants, tu vois un petit peu, voilà, tout ça te motive. C'est une dynamique qui est vraiment différente. Je pense que tu peux l'avoir aussi en France, mais après, ça dépend avec qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en Ouais. Angleterre, Ouais. à la faculté, au travail, tu bois un café dehors, tu peux rencontrer un de tes clients. Moi, mes clients, ma clientèle sportive footballistique, bah, je les ai rencontrés dans la rue. Ah ouais? C'est en Angleterre, c'est comme ça. Moi aussi, tu sais, Ouais. quand je suis rentrée dans le football, ça a été franchement, ça a été incroyable. Ça s'est fait vraiment. Si je te racontais, C'est un cercle ça a très fermé été, pourtant. c'est un cercle très fermé. Mais je pense que quand on cherche ce cercle, il est fermé. Mais quand on le cherche pas, bah, c'est une relation, tu sais. Les gens, en fait, que j'ai compris une chose, c'est bien d'avoir des compétences, c'est le minimum. Il faut que tu aies des diplômes, que tu aies des compétences, que tu sois excellent. Ça, c'est le minimum, on va dire. Il faut que tu le fasses. Mais le réseau, les rencontres que tu fais, c'est ça qui va tout déterminer. Et comment est ta personnalité aussi. Parce que tu peux très bien avoir autour de toi des personnes qui peuvent, avec qui il peut y avoir des synergies, mais si tu ne parles pas, s'ils ne te connaissent pas, s'ils ne te rencontrent pas, ou s'il n'y a pas Ouais. d'interaction, comment tu veux que les choses se fassent? C'est ça C'était aussi le facile monde. pour toi d'interagir, de networker, de réseauter avec Alors les moi, je gens? t'avoue que comme tu peux le comprendre, j'ai un petit côté commercial. Ça, c'est vrai que Ouais. je suis assez à l'aise à l'oral. Très Ouais. tôt, quand j'étais jeune, en fac de droit, je faisais des concours pour devenir L'éloquence? oratrice, ouais, Ouais. d'éloquence. Voilà, j'avais même des professeurs à moi, mais en toute humilité, bien entendu. C'est juste parce que je suis un petit peu fière quand même. Quand j'étais en licence, on me disait, j'avais perdu l'éloquence. Je suis arrivée deuxième. Ça, tu vois, c'est un échec. Mais j'avais les jurys qui étaient venus me voir et qui me disaient, Sonia, voilà, il faut que tu continues, il faut que tu sois vraiment une avocate d'affaires. Voilà, l'éloquence que tu as, la manière dont tu parles. Donc c'est vrai, c'est une facilité que j'avais de parler à l'oral. Pourtant, je suis une fille très timide à la base. Donc tu vois, c'est comme je te disais, ma personnalité, elle a changé. Pourquoi? Parce que je me suis fixé des objectifs. Et j'ai compris très tôt qu'un avocat devait bien s'exprimer à l'oral, devait être à Ouais. l'écoute, tu vois, devait Ouais. faire preuve d'empathie, devait aussi faire preuve de stratège, un peu, mais en étant éthique. Tu vois, j'ai mon côté éthique qui me dit, bon, il y a des choses que je peux pas faire. Mais tu vois, c'est des choses, Ouais. des facettes que j'ai dû avoir, que j'ai dû forger, et tout autant, en fait, tout en respectant mes objectifs et mon éthique et mes valeurs, en fait, Ouais. concrètement. Voilà. Ouais. Et du coup, en parlant d'éthique, comment est-ce que ton éthique religieuse t'a accompagné pendant ce parcours-là? Alors, comment elle m'a accompagnée? Alors, comment t'expliquer? Mon éthique, alors les principes Est-ce que universels. t'as eu enfin, des problèmes, des complications liées à ça, des choix à faire Alors, il faut savoir que l'époque qu'on vit aujourd'hui, c'est pas du tout la même époque qu'avant. En tout cas, Ouais. personnellement, l'expérience que j'ai pu avoir, c'est vraiment une expérience personnelle et je suis très chanceuse. Ouais. Ouais. Fac de droit, comme je te l'ai dit, j'étais à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'islam à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, on était beaucoup plus tolérants. Vraiment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, comme tu peux le voir, je suis de confession musulmane. J'ai toujours été musulmane. Je suis née de famille musulmane. Je suis de confession musulmane. J'ai porté le foulard à l'âge de 21 ans. Donc, j'étais en licence.
fac de droit. Donc, tu sais, une fac qui me connaît, je connais tout le monde, tous mes professeurs, toutes les personnes qui étaient à la fac avec moi. Et comme tu peux le voir, j'étais quelqu'un de sociable. Donc, moi, j'étais amie avec tout le monde, enfin, beaucoup de personnes. Quand j'ai décidé de me voiler, c'était un choix personnel, mais qui est visible. Ouais. Quand je suis arrivée, et c'est pas l'époque d'aujourd'hui. À l'époque d'avant, je n'ai pas eu de regard méprisant. J'ai eu que des questionnements. Ah, Sonia, tu vas à un mariage? Ah, Sonia, je t'assure, c'était très innocent, très innocent. Et j'ai apprécié ça. C'est à l'image de l'expérience que j'ai pu avoir. Toutes les personnes qui étaient sur place, j'ai jamais rien eu, en fait. Concrètement, ça a toujours été mes amis. Après, parce que l'objectif n'était pas le même. On était en fac de droit, on devenait avocat, on était juristes, on était tous différents. Dans ma classe, j'avais des catholiques pratiquants. Moi, j'aimais bien j'avais ce côté éthique, donc j'allais beaucoup j'allais aussi dans les aumôneries, parler un peu de l'islam. Tu vois, l'approche qu'on avait entre nous. J'avais des personnes qui étaient athées, j'avais des personnes de toute confession. Je n'ai jamais eu aucun problème. Mais vraiment, je te le dis, aucun problème. Par contre, en master, j'étais majeure de ma promo. Et quand j'ai postulé pour mon master 2, tu vois, c'est un système qui est particulier en droit en France. Il faut que tu postules, tu fasses un truc. Moi, j'étais majeure. Donc, je me suis dit, je voulais une fac, je voulais rester dans la même fac et faire mon master là-bas. Et je me suis dit, bon, il va me prendre mon prof. Je le connaissais bien, j'étais majeure, il n'y avait pas de problème. Donc, j'ai postulé nulle part ailleurs. No-brainer. Ouais. J'ai appris ce jour-là que je n'étais pas prise. Donc, c'est mes amis qui m'ont appelée et qui me disent, mais je suis même pas déplacée pour aller voir pour avoir les réponses. Parce que, non, mais avec toute humilité, maintenant, quand j'y repense, je suis pas du tout arrogante, hein. Mais c'est juste que ça faisait pas de sens de me déplacer puisque c'était mon professeur et tout. Il ne m'a pas pris. Il ne m'a pas pris. Et apparemment, il avait dit, parce que comme on était une petite fac, donc tout le monde se connaissait, il avait dit que Sonia ne trouvera jamais de travail voilé. Pourtant, il n'y a jamais eu aucun problème, mais il a dit ça. Il a dit ça et ça m'a été reporté. D'accord? À cette époque-là, bon, moi, je t'avoue que je suis une femme, donc j'ai pleuré pendant une journée entière. Et la personnalité de Sonia, je me suis réveillée le lendemain, j'ai dit, bon, Sonia, maintenant, on se réveille. Je suis comme ça. Moi, dès qu'il m'arrive quelque chose, je me réveille, je passe à autre chose, j'essaie de trouver la solution. C'est vraiment ma mentalité. Je suis vraiment quelqu'un de déterminé et résiliente. Ça, c'est ma personnalité. Donc, et je le comprends aujourd'hui. Je ne peux pas lui en vouloir de ce qu'il a fait, de la décision qu'il a prise. Je ne peux pas lui en vouloir parce que peut-être que lui, dans son environnement, c'est vrai, tu vois. Mais moi, j'aspirais à plus. En fait, il a pas compris que j'aspirais à beaucoup plus que ça. Et donc, j'ai pas été acceptée et j'ai dû postuler dans d'autres facultés. Et j'ai passé des examens et j'ai été prise parmi 500 personnes. Donc, vraiment un examen que j'avais même pas, tu vois, pour te dire à tel point, quand un obstacle se présente, c'est juste une manière, en fait, qu'une autre porte s'ouvre, en fait, concrètement. Et ça a été, c'est pour ça que je ne lui en veux pas du tout. Je pourrais même pas te dire quel est son nom. Je sais même pas s'il se souvient de moi. Mais aujourd'hui, qui suis moi-même employeur, je gère aujourd'hui au moins 7 sociétés. J'ai énormément de personnel. Je peux comprendre ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, une femme voilée, elle peut pas être recrutée partout. Elle peut pas être recrutée dans tous les domaines. Tout dépend de la clientèle, tout dépend de la culture de l'entreprise. Ça, je le comprends. Mais qu'il a fait le choix de me fermer l'éducation, c'est juste une erreur qu'il a faite. Et c'est dommage que je me souviens plus de son nom parce que sinon j'aurais vraiment aimé le rencontrer pour lui dire qu'en fait, j'ai toute une autre carrière, une carrière à l'international. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai pu avoir dans ma carrière en lien avec ma décision, ma confession. Aussi par la suite, quand j'ai commencé à postuler, toutes les portes étaient fermées. On me disait tous, non, tu es voilée, c'est pas possible. Non, tu es voilée, c'est pas possible. Il y en a même qui m'ont dit, t'enlèves ton foulard, il y a pas de problème, mais si tu gardes ton foulard, ce n'est pas possible. Donc, à l'époque, et encore, c'était très gentil, hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Vraiment, je te parle de ça en 2009, 2010. En tout cas, moi-même, hein. Peut-être que d'autres ont une autre expérience, mais moi, j'étais énervée, hein, bien entendu, parce que c'est une chose qui est personnelle et ça me gênait qu'on donne un avis sur un choix personnel. Mais malheureusement, c'est une réalité et je peux les comprendre. Tout dépend de leur clientèle. Tout dépend de la culture d'entreprise. Je peux comprendre ces choix. Mais après, ce sont des choix eux-mêmes qui font. Voilà. Mais voilà, à part par la suite, j'ai été recrutée par Landwell Associés, j'étais voilée. Ça n'a jamais été aucun problème pour eux. C'est un cabinet américain? Alors, tu sais, c'est le groupe PwC. C'est un groupe qui est très connu. J'étais à Neuilly-sur-Seine. Ils m'ont recrutée voilée. J'étais la seule voilée. Je crois que je suis la première voilée. Je suis précurseur. La première voilée qui était dans ce cabinet. Ils m'ont très bien accueillie. Vraiment, vraiment. Et je n'ai rien à dire sur ce cabinet. C'est un très bon cabinet. Et je pense aujourd'hui, ce cabinet, il en est là aujourd'hui compte tenu de la tolérance, de l'expertise, de l'excellence dans leur travail.
Vraiment, vraiment. La clientèle qu'ils ont, je la comprends puisque j'ai travaillé en interne et je n'ai pas eu de problème. Je sais très bien qu'en interne, ils devaient avoir des partenaires qui n'étaient pas d'accord. On est, on est en droit de ne pas être d'accord sur les choix en fait des uns et des autres. Ça, il n'y a pas de problème. Ils me l'ont jamais fait ressentir. Jamais. Jamais, pas une seule fois. Après, quand j'ai décidé de quitter Landwell pour partir en Angleterre, même si je ne sais pas si je serais restée là-bas. Je ne sais pas quelles auraient été leurs décisions. Tu sais, parce que quand Ouais, on dirige une entreprise, on doit penser à l'entreprise, aux salariés, on doit penser aux clients. Être voilé, c'est une image, tu vois. Il y en a qui vont être tolérants, vont dire, bon, moi, ça m'en concerne pas, bon, mais d'autres, non. D'autres qui vont pas vouloir, ouais, ça va les gêner. Et ça, malheureusement, c'est ouais, une réalité. Donc, personnellement, je n'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ça. J'ai été très chanceuse. Après, encore une fois, c'est aussi dû à ma personnalité. Je pense, hein, je suis une personne qui est ouais, assez souriante. Je suis une personne qui a décidé de me voiler parce que c'est une chose que je voulais moi-même. Tu sais, je sais pas, je suis bien dans ma peau, en fait. Concrètement, ouais, ma religion fait partie de moi-même. C'est mon guide de vie. Oui, c'est mon guide de vie. Je suis avocate, je respecte les lois de l'État dans lequel je vis. Je défends mes clients avec ferveur, mais parce que mon guide de vie, c'est la justice et qui est l'islam. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, c'est un tout. Et j'ai eu la chance de pas avoir subi beaucoup de problèmes en tout court. ouais, J'ai pas subi de problème. Et ouais, aujourd'hui encore mieux, tu pourrais me poser la question, c'est qu'aujourd'hui maintenant, moi, ma clientèle elle est française. J'ai une clientèle française, j'ai des dirigeants d'affaires, des groupes industriels qui, je suis certaine, qui n'ont pas forcément d'avis particulier sur le voile ou l'islam, euh, mais ils ont aucun problème à travailler avec moi. Aucun problème. ouais. Pourquoi? Maintenant, Parce que t'es quand plus en situation de force. je me sens en situation de force, oui. Pourquoi? Parce que j'ai les compétences, j'ai les diplômes, j'ai l'expertise et je vise l'excellence. Et vraiment, donc je pense que même si mon cabinet est un cabinet à taille humaine, donc je suis pas Clifford Chance, je suis pas les Big Four, je suis un cabinet à taille humaine, mais aujourd'hui, tu sais, la clientèle, même si elle peut avoir accès aux gros cabinets et payer en fait très cher en fait leur service, mais parce que c'est normal aussi, c'est une vraie expertise, ils aiment aussi travailler avec des cabinets à taille humaine. Pourquoi? Parce Ouais, qu'on est déjà plus accessible. Tu vois, moi, en tant que partenaire, c'est vrai que régulièrement, on me contacte, on m'appelle, alors que tu vois, quand tu parles à des partenaires dans les Big Four, on les contacte pas, ils peuvent pas être joignables, bien sûr. comment dire, facilement. Ouais, Euh, ouais, Moi, chez moi, dans mon cabinet, on est 7 jours sur 7 disponible. C'est que je prends vraiment en considération les besoins et les intérêts de mes clients comme si c'était ma propre société. Et ça, ils le ressentent très ouais. vite dans mon équipe, très très vite. Donc voilà. Ouais. À l'heure actuelle, tu fais beaucoup de choses. Je pense que tu as pas mal tes objectifs. C'est quoi ta vision long terme dans 5 ans? Qu'est-ce qui te drive, entre guillemets? Alors, ce qui me drive, alors moi, je te l'ai dit, moi, je suis avocate d'affaires, c'est mon Mhm. métier, mais je suis également donc entrepreneur et investisseur. Donc moi, je suis les deux. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que moi, je fais pas que du droit. Ouais, J'aime accompagner ma clientèle dans leurs projets, dans des startups. Je suis vraiment très curieuse de ce côté-là. En ce moment, tu vois, la tendance, c'est l'intelligence artificielle, le marketing. Moi, je rencontre des personnes, des jeunes de 22 ans, qui gagnent des millions d'euros par mois. Alors que moi, je suis de l'ancienne génération. Tu vois, pour moi, pour gagner 1 million d'euros, ah bah, je sais pas si c'est possible, mais tu vois, alors qu'aujourd'hui, tout a changé. L'ère a changé. Donc, je suis très curieuse de toute cette tendance digitale, AI, tout ça. Je suis aussi très intéressée par tout ce qui est hospitality management, puis comme je te l'ai dit, donc je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, mais dans la restauration. Donc, j'ai moi-même ouais, un boutique hôtel à Marrakech, par exemple. Donc, parce que j'ai toujours un lien avec la restauration, l'hôtel. Ça, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire quand j'étais jeune, à l'époque, avant de devenir avocate. Et donc, ça reste, c'est quelque chose qui reste, hein, même dans mes objectifs. Donc, aujourd'hui, je me développe aussi également donc au Moyen-Orient. Excuse-moi, en Afrique, excuse-moi, donc au Maroc, dans tout ce qui est riad, boutique hôtel. Ça, c'est une chose que je maîtrise très bien, moi et mon équipe et mon mari, et qu'on se développe. Donc ça fait partie de mes objectifs sur les 5 prochaines années. Et je suis investisseur. Alors tu vas me dire, investisseur, c'est un grand mot. Tout le monde en parle aujourd'hui. Il faut investir, il faut investir. Comment on fait? Comment voilà. Moi, ce que j'ai compris, c'est que à l'école, on nous dit, il faut avoir des diplômes, travailler, avoir un salaire. C'est ce qu'on nous dit concrètement. Mais je me suis rendue et après avoir une retraite, d'accord. J'ai vu un peu avec mon père, en tout cas avec mes parents, qui sont entrepreneurs, qui ont leur propre business et qu'aujourd'hui qui sont à la retraite, que la retraite qu'ils ont ne correspond pas forcément à tout ce qu'ils ont fait en fait ouais,
dans leur vie. Et donc, je me suis dit, ça peut pas être un objectif pour moi. Tu sais que moi, la retraite, toutes ces choses-là, ça ne fait pas du tout partie de mon écosystème. Moi, mon père, il m'a toujours dit, parce que mes parents, ils m'ont toujours dit que tu dois générer des revenus, que tu dois faire travailler cet argent pour que par la suite, tu obtiens des revenus passifs. Ça a toujours été, en fait, déjà très tôt, parce que mon père le fait. Tu te rends compte que mes parents, quand même, ils sont venus de Tunisie, ils sont venus dans un pays étranger en France, ils n'ont jamais étudié. Et mes parents, ce qu'ils ont Ouais. fait quand ils sont arrivés, ils ont essayé de trouver, de travailler un petit peu le métier qu'ils pouvaient faire. Et donc, ça a été tout de suite la restauration. Donc voilà, les Tunisiens, c'est ça. On travaille dans la restauration. Donc, mon père, il a commencé à travailler, à apprendre tous les métiers, hein. Plongeur, cuisinier, serveur, s'occuper de la caisse. Et pareil pour ma mère. Et ensuite, ils ont eu leur propre restaurant. Et ensuite, ils ont commencé à acheter de l'immobilier. Donc, ils ont acheté de l'immobilier. Donc, à l'époque, c'est vrai que il y avait les crédits, et les crédits qui étaient pas du tout. Les taux étaient très intéressants à l'époque, hein. On faisait des crédits, voilà, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'est une chose qu'ils ont fait par le passé. Donc, ils ont acheté de l'immobilier. Et donc, c'est là que mon père, en tout cas, m'avait dit, le travail, c'est une chose, les diplômes, c'est une chose, mais il faut faire travailler ton argent. Et pour ça, il faut investir. Ça ne sert à rien d'acheter des biens luxueux. Ça ne sert à rien d'être dans la consommation. Le plus important, c'est que tu dois pas compter sur la retraite, mais compter sur ton travail, sur le fruit de ton travail et générer des revenus passifs. Donc, quand on est jeune, on comprend pas trop ce que ça veut dire. Et moi, c'est vrai que par la suite, donc, j'ai mon éthique qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et donc, forcément, j'ai commencé à comprendre quelles étaient mes obligations, mes devoirs et les possibilités que j'avais dans ce système. Et donc, les crédits, voilà, les crédits conventionnels, c'était pas possible pour moi. Donc, c'est vrai que c'est une chose que j'aurais dû mentionner. C'est pour ça que je me suis intéressée à la finance islamique. Parce que mon père me parlait de revenus passifs. Mais pour avoir des revenus passifs, il faut avoir de la trésorerie. Pour pouvoir investir, il faut de l'argent. Mais moi, je veux pas faire de dette. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, je me suis intéressée par la finance islamique et j'ai compris qu'il y avait un système qui était possible et qui me permettrait de reproduire d'une certaine manière ce qu'avaient fait mes parents, mais de manière en conformité avec mes valeurs. Donc voilà. Donc pourquoi j'en reviens, en fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui je suis investisseur. J'ai commencé à investir aussi, comment dire, en France, comme mes parents ont commencé en France. Puis après, j'ai investi en fait à l'étranger. Donc moi et ma famille, on investit à l'étranger. Aujourd'hui, on a commencé, donc c'est-à-dire que j'ai commencé avec, on va dire, à peu près avec des petits montants, hein, des tout petits montants. Tu commences avec des petits montants. Est-ce que tu as comme trésorerie en fait concrètement disponible? Puis au fur et à mesure, donc des business que j'ai pu avoir et de la trésorerie que j'ai pu générer, des contacts que j'ai pu me faire dans les réseaux bancaires, dans les opportunités que j'ai pu avoir en fait, pour pouvoir essayer de trouver des mécanismes qui étaient conformes à mes valeurs et mon éthique, j'ai été en mesure de faire des financements islamiques et aussi d'investir sur plan, par exemple, que ce soit à Dubaï ou Ouais. ailleurs, qui me permettait toujours de rester en conformité avec mes valeurs. Et aujourd'hui, on va dire que notre patrimoine maintenant dépasse les 20 millions d'euros. Voilà. Inch'Allah. Donc ça a Incroyable. été vraiment. Après, je te dis ça en toute. Voilà, c'est juste pour essayer de donner on va dire des Ouais. tips pour dire en fait aux personnes qui nous écoutent que il faut qu'ils se fixent des objectifs. Ça, c'est clair. Il faut se fixer des objectifs. Mais après, on le dit tous, hein. Tout le monde le dit aujourd'hui dans les réseaux. Écrivez vos objectifs, quantifiez-les. Mais c'est vrai, hein. C'est Ouais. bizarre, hein, mais c'est vrai. Il faut le Ouais. faire. Il faut toujours fixer des objectifs qui soient en accord avec vos valeurs. Ça, c'est le plus Ouais. important. Si c'est pas en accord avec vos valeurs, à un moment donné, dans votre cheminement, vos objectifs, vous n'allez pas les atteindre. Donc, essayez de trouver des choses petit à petit. Faites les choses petit à petit. Essayez de vous entourer vraiment des bonnes personnes. Ne demandez pas conseil à des personnes qui n'ont pas les compétences requises. Tu sais, c'est une chose qu'on apprend. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu cette expérience. Mais quand on a envie de faire quelque chose, on en parle. On a envie d'en parler. On en parle. On veut avoir des conseils. C'est des conseils. Et on en parle. Mais le problème, c'est que en parler, c'est une chose. Demander des conseils à des personnes qui n'ont pas du tout les compétences, qui ne connaissent même pas l'industrie, mais par contre, ils vont te donner le conseil. Ils vont te répondre, tu vois. Et ça va avoir un impact sur ton cheminement. Donc, c'est pour ça que je dirais toujours, si vous avez des projets, c'est une bonne chose, mais posez les questions aux personnes qui sont passées par là. Tu sais, moi, mes clients, pourquoi ils travaillent avec moi? Parce que moi-même, qui sont investisseurs, on va dire, je parle d'un investisseur. Lui, il préfère parler à un avocat qui lui-même investit. Parce que lui, il sait ce que c'est investir. Combien t'investis? Même si tu investis un petit montant, tu sais comment ça marche. Moi, mes Bien sûr. clients, quand on doit investir en immobilier en France, en Angleterre, à Dubaï ou ailleurs, ou au Maroc, je le fais moi-même. Donc, je sais exactement par quoi tu vas passer, par quoi cette personne va passer. Je sais Ouais. les obstacles que j'ai pu avoir et je sais comment éviter ces obstacles.
Pareil pour un entrepreneur. Un entrepreneur, il va faire appel à un avocat. Tous les avocats, on a reçu la même formation. Et tu sais très bien qu'il y a des avocats qui vont te dire une chose et d'autres, ils vont te dire le contraire. Malheureusement, c'est la réalité. Ouais. Mais ma clientèle fait appel à moi parce que moi-même, je suis entrepreneur. Je me mets à leur place en tant qu'entrepreneur parce que je suis passée par là. Je gère cette société. Je gère des salariés. Je gère plusieurs cultures dans différentes juridictions. Donc, au final, pourquoi passer par un avocat qui, lui, va avoir la même formation, mais qui n'aura pas l'expertise et l'expérience, alors qu'avec moi, ça sera plus rapide. Tu vois? Ouais. Après, ils sont pas Ah, obligés, je vois. c'est que je dis toujours à ma clientèle, mais on est plein d'avocats. Vous pouvez aller voir n'importe quel avocat, mais si vous voulez aller plus rapidement, du moins sur des choses que je maîtrise, hein, tu sais, moi, c'est simple. Je maîtrise pas tout. Et je le dis jamais, de toute façon. Je partage vraiment mon expérience et mon expertise sur les choses que je maîtrise. Et tu sais, j'ai eu beaucoup d'expérience, hein. Énormément d'expérience dans la vie, ma petite vie, ma carrière, que ce soit avec mes associés, que ce soit avec mes salariés, que ce soit dans les investissements. Je me suis fait avoir, je me suis fait voler, je me suis fait escroquer, et ce qui fait de moi une meilleure avocate dans les affaires. Vraiment, je te le dis. Vraiment, vraiment. Et je pense que c'est pour ça que je tiens encore plus à cœur quand je gère les dossiers de mes clients, parce que moi, je suis passée par là. J'ai des clients qui m'appellent, ils se sont fait escroquer par un associé, ils se sont fait voler par un ami, ils ont Ouais. investi dans un immeuble et ils ont tout perdu. Ça, c'est des choses que je connais. Donc, en fait, forcément, mes conseils seront pas les mêmes. Et c'est vrai que Ouais. des fois, je vais en dehors du conseil juridique, très souvent même. Je vais très souvent Ouais. en dehors du conseil. J'ai le côté En juridique fait, et ma c'est ce casquette qui peut faire la d'avocat. différence, hein. Ouais. Je pense que ce qui fait la différence, après, je ne dis pas que les autres sont pas bons, hein. Au contraire, il y a des avocats Ouais. qui... Moi, je travaille, tu sais, en architecture ouverte. Quand, par exemple, j'ai un dossier je sais pas, en propriété intellectuelle qui est très compliqué, je ne maîtrise pas la propriété. J'en ai fait dans ma formation, mais je n'ai pas l'expérience qui permet vraiment de répondre. Et ben, tout de suite, je vais regarder dans mon réseau, je vais essayer de sélectionner l'avocat qui pourrait vraiment être une valeur ajoutée pour mon client et je le présente. Ouais. Toujours Ouais. travailler comme ça. Toujours. Et c'est vrai que ça a été, je pense que c'est un état d'esprit. Tu sais, je me suis jamais sentie en compétition. J'ai toujours pensé que je travaillais en complémentarité avec tout le monde. Vraiment. Ouais. Donc voilà. Ouais. Non, c'est génial. Ils appellent ça en anglais, je crois, l'esprit de scarcity versus abondance, je crois. Ouais, Penser que peut-être, ouais. C'est ouais, ça. Et tu sais, alors, ce qui est penser étonnant, que c'est c'est que limité versus que tout le monde peut pour moi, bénéficier et que ça peut multiplier. Ouais. mais tu sais que ça a été Ouais. vraiment ça. Attends, quand tu es entrepreneur et quand tu commences, t'as pas de portefeuille client. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas de portefeuille client, j'avais rien. Et j'ai dû faire mes preuves. Au début, mes services, c'était limite gratuit, hein. Tu sais tu sais, aujourd'hui, quand on me dit, il y en a certains des jeunes, ils me disent, ah non, mais moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je dis, attends, moi, j'ai travaillé gratuitement avec les compétences que j'avais, hein. J'ai travaillé Ouais. gratuitement pour Ouais. des agents sportifs, pour des footballeurs qui avaient de l'argent pour me payer. Mais il fallait que je me forme. Comment tu veux leur prouver que tu peux maîtriser un sujet, avoir une vraie valeur ajoutée, si toi-même, tu fais pas de concessions? Après, je te Bien parle de sûr. ça quand tu as la Surtout au vingtaine. Moyen-Orient. Surtout C'est souvent au le cas. Moyen-Orient. Et ce qui est intéressant, le marché du Moyen-Orient, c'est que c'est un marché qui est, tu sais, comment dire, les gens là-bas, en fait, il y a beaucoup de services qui est bâclé, hein, au Moyen-Orient. Donc, dès que tu as de l'expertise, tu as la façon corporate, tu as une vraie valeur ajoutée, je pense que t'as vraiment ta place au Moyen-Orient. Mais encore une Ouais. fois, il faut avoir une vraie valeur ajoutée. Et je pense il faut se démarquer, en fait. Il faut pas se sentir en compétition vis-à-vis des autres, mais il faut se dire, il faut viser l'excellence. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Donc moi, c'est ce que j'aspire. Et ma clientèle le ressent de toute façon et je le vois. Et bien, j'ai fait des erreurs, hein. Il y a des erreurs que j'ai faites. On en fait tous. Des mauvais choix que j'ai pu faire de toute façon. Mais tu sais, un client, il va toujours regarder comment tu réagis face à la difficulté. Comment tu réagis face à l'obstacle. Tu cherches des solutions, tu essayes d'être, ou tu laisses passer. Moi, c'est pas, je laisse jamais rien passer. Je suis quelqu'un, pour Mmh. moi, si une personne me paye, tu sais, je suis prestataire de service, hein. Un avocat, vous allez me dire, les avocats sont chers, ils nous volent. Il y en a beaucoup, tu sais, on n'a pas une bonne réputation, hein. Les avocats n'ont pas une bonne réputation. Ils profitent d'une situation difficile pour pouvoir soutirer de l'argent. Je pense que parfois c'est vrai. Je pense que parfois c'est vrai. Je pense que beaucoup d'avocats oublient l'origine même du métier, qui est la prestation de service. On est payé pour un service qui est rendu selon le temps qu'on a passé et selon l'expertise, l'expérience et bien entendu le dossier en question. Beaucoup l'oublient Ouais. et c'est vrai que dans mon cabinet, non, on l'oublie pas. C'est vraiment l'ADN de notre cabinet. On se met à la place de Ouais. nos clients.
on essaye de vraiment de fournir un travail de qualité. Après, quand je te disais que moi, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je travaillais limite gratuitement, mais j'étais jeune, je me formais. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'expertise et l'expérience et c'est un coût. Par contre, c'est un Bien sûr. et c'est vrai que j'ai des clients qui me disent, «Ah oui, mais c'est un tu sais, aujourd'hui, on négocie les prix, hein, avec tout, hein, les impôts, les avocats, Ouais, tout est ouais, négociable aujourd'hui». Mais c'est vrai que certains, voilà, beaucoup de clients comprennent. Tu sais, aujourd'hui, un contrat, tu peux le faire sur, ChatGPT. Pourquoi tu vas ouais, prendre un avocat, il va te facturer 1 000 €, 1 500 € alors que je fais tout seul? Mais d'un contrat peut résulter beaucoup de choses. Moi, j'ai eu des contentieux où il y avait un entrepreneur qui a fait un contrat ChatGPT. Il s'est dit, bon, je vais pas rentrer en contentieux, il va rien se passer, c'est vite fait. Il est en contentieux. Et le contrat, il est mal fait. Aujourd'hui, ouais, ChatGPT n'est pas encore assez, on va dire, efficient d'un point de vue juridique, comme un avocat, on va dire. Il peut être une bonne secrétaire juridique, ça, je l'accorde, mais pas comme un avocat. Et c'est vrai que beaucoup en fait, ne pensent pas au pire. Et nous, en tant qu'avocat, on va toujours penser au pire des scénarios. Donc, ouais, voilà. ouais. Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu gères tes différentes sociétés. Tu as mentionné 12, je crois. Ça demande beaucoup. Enfin, comment est-ce que tu gères tout ça? Comment est-ce que tu délègues? Est-ce que c'est quelque chose de facile que tu as pris l'habitude maintenant? Parce que, enfin, moi, c'est des questionnements que j'ai aussi de gérer plusieurs projets à la fois. C'est parfois compliqué. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et on me la pose tout le temps. Et surtout les personnes dans mon cercle proche. Alors là, ils me disent, mais je sais pas comment tu fais concrètement. Surtout parce que je suis une femme, mère de 3 enfants. Ouais, Donc j'ai aussi ouais, ce côté personnel qui est aussi présent au quotidien dans ma vie. Et donc je dois aménager, adapter à mon emploi du temps. Alors, comment te dire? Moi, à la base, quand j'ai créé ma société, je ne déléguais rien du tout. Je faisais tout toute seule. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en tant qu'entrepreneur. On veut pas déléguer. Déjà, ça coûte de l'argent de déléguer. Et en plus, t'es même pas sûr que le travail sera bien fait. Donc, en fait, au final, on aime avoir le contrôle. Et par la suite, je me suis rendu compte que je peux pas tout faire. Je peux pas faire du marketing, du conseil juridique, faire les factures, faire les lettres de mission, répondre au téléphone, faire du social. C'était pas possible. Donc là, je me suis dit, si je veux évoluer, il faut que je m'entoure de bonnes personnes et des personnes qui pourront en fait répondre, comment dire, à mes besoins. Donc, la première personne qui a travaillé à mes côtés, ça a été mon mari. Donc, personne de d'accord. confiance, personne qui a été formé. Il a aussi un background qui est incroyable. Donc, j'ai pas pris n'importe qui, on va dire, pour déléguer. Mais voilà, j'avais quand même quelqu'un en qui j'avais confiance et qui pouvait m'apporter une aide incroyable. Et en plus, c'est pas seulement une aide qu'il m'a apporté, mais c'est un développement incroyable puisqu'il m'a apporté aussi sa vision, parce que mon mari, c'est un visionnaire. Alors que moi, je suis pas un visionnaire, je suis plutôt la technique, la technicité. Voilà. Mon mari, alors mon mari, alors lui, il est avocat. En fait, on Ok, s'est rencontrés à la fac de droit en Angleterre, mais sinon, il a école de commerce en France. ok, Il a travaillé, comment dire, au Parlement européen. Il a travaillé dans plusieurs institutions en fait européennes. Donc on va dire qu'il a un background qui est juridique, finance et immobilier. Alors là, par contre, c'est un spécialiste en immobilier. Donc c'est aussi grâce à lui que j'ai pu développer d'autres casquettes de conseil en investissement immobilier. Donc ça, c'est beaucoup grâce à ok. lui. Mais voilà, donc lui, il a la vision. Il a beaucoup la vision. Quand il a analysé un petit peu mon business, il m'a dit, il y a des choses qu'il faudrait qu'on fasse comme ça, il y a des choses qu'on devrait améliorer. Donc voilà, on a vraiment développé ensemble mon business et aujourd'hui, là où on en est, c'est en grande partie grâce à lui. Et par la suite, et D'accord. c'est lui qui m'a poussé. Il m'a dit, il faut que tu délègues. Il faut que tu embauches des personnes qui font des petites tâches administratives qui se répètent pour que toi, tu te concentres sur la clientèle, sur le développement de la clientèle, sur la relationship qui est le plus important dans les business. Mais le reste, ça, c'est des Ouais, choses que tu peux soit automatiser ou soit confier à des personnes avec des tâches précises et que tu paierais en fait mensuellement. Et donc, c'est ce que j'ai fait régulièrement. Donc, pour toutes mes sociétés, j'ai commencé à mettre une personne qui était là au niveau opérationnel pour tout gérer. On a des secrétaires, on a des assistants. Donc, chacun avait des tâches qui étaient précises et qui répondaient en fait à nos besoins. J'ai également aussi commencé à embaucher des stagiaires. Je prends des stagiaires tout le temps en école d'avocat parce que l'idée c'est que je les forme et en plus ils me permettent également de me soulager pour tout ce qui est recherche juridique. Donc ça c'est une chose aussi qu'on prend régulièrement, notamment pour le cabinet d'avocats. Donc on a nos ok, collaborateurs, nos seniors et on a aussi les stagiaires.
mais qui sont en école d'avocat. Donc, c'est quand même des stagiaires qui ont déjà une expérience en conseil et en contentieux, donc ça qui est très important pour nous. Et puis voilà, puis tout ce qui est sport et investissement immobilier. Donc voilà, on a, selon les pays, nous avons en fait trouvé les éléments Ouais. qui avaient leur propre expertise et qui pouvaient en fait apporter à nos Et, objectifs. et, et à l'heure annuels. actuelle, tu penses que ça va? Tu as un bon équilibre? Tu as atteint l'équilibre que tu espères ou encore compliqué? Aujourd'hui, oui. Ah oui, oui, aujourd'hui, oui. Après, Mhm. c'est très difficile de trouver des bons éléments. Ça, c'est une chose ça, c'est vraiment le petit bémol que tu as dans ta vie d'entrepreneur. Tu Ouais. changes tout le temps. C'est très difficile parce que moi, je suis quelqu'un de très exigeante. En fait, je peux pas supporter de payer quelque chose si le travail est bâclé. Et je n'accepte pas que ma clientèle me paye pour un travail bâclé. Alors ça, c'est un truc, tu sais, Ouais. je dis pas ça, c'est pas bateau, hein. Vraiment, je suis comme ça. Pour moi, en fait, si une personne dépense de l'argent, il faut que ce soit pour un service de qualité. Et c'est vrai que c'est très difficile de trouver des personnes qui ont le même état d'esprit que moi. Ça a été très dur. Donc, il y a beaucoup de turnover. Je t'avoue que des fois, il y en a qui partent Ouais. aussi, ils ont envie de travailler ailleurs. Je sais que toutes les personnes qui travaillent avec nous et qui ont pu travailler avec nous, ils ont toujours passé une très bonne expérience. Mais des fois, il y avait un décalage entre moi, mes attentes et les attentes des salariés, en fait. Des fois, voilà. Il faut gérer ça aussi, hein. Tu sais, c'est la gestion de Ouais. l'humain. Le C'est RH. difficile. Mais Ouais. globalement, la chance que j'ai eue, c'est que, euh, oui, globalement, j'ai toujours su gérer mon staff en fait. Hein. Ça, il y a jamais eu de problème de ce côté-là. Je suis assez directe comme fille. Je suis quelqu'un de très direct et j'aime aussi comprendre pourquoi certaines personnes réagissent de cette manière. Donc, j'aime aussi comprendre quels sont les objectifs de mes salariés à court, moyen, long terme, que ce soit personnel et professionnel pour m'adapter. Parce que peut-être il y a des personnes, tu sais, avant j'ai un boutique hôtel à Marrakech, j'avais un serveur qui lui voulait être cuisinier. Mais comment tu veux savoir ça si à la personne tu lui parles pas? Tu vois, c'est des Ouais. choses. Ouais. Et nous, on a une technique avec mon mari, c'est vraiment une technique de la récompense au résultat. Donc en fait, quand on atteint des bons résultats, et ben nous on récompense tout le monde. Et là, cet effet en fait, et je sens, c'est une technique de management que nous on Plus tu donnes, plus suit. tu recevras. Ouais. Oui. Alors moi, je mets pas mes salariés en compétition. Je n'aime pas avoir en fait un état d'esprit compétitif, agressif. Ça, c'est pas du tout mon état d'esprit. Au contraire, comme tu peux le comprendre, hein, travailler en Ouais. architecture ouverte, travailler dans la communication et le dialogue. Mais par contre, j'ai une exigence qui est claire et qui est précise, c'est vraiment la qualité. Pour moi, Ouais. et tu sais, moi, je suis aussi avec mon mari, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, quand on a nos salariés qui ne sont pas assez formés, on les forme, on leur paye des masters. Vraiment, on a vraiment cet état d'esprit-là, parce que s'ils sont formés, ils vont acquérir de la compétence à notre salarié, à notre Ouais. entreprise. Donc forcément, c'est Ouais. vraiment notre état d'esprit. C'est ce qu'on fait dans tous les domaines, que ce soit en cabinet d'avocat. Quand j'ai des stagiaires, je les guide, je vois un petit peu selon leur personnalité et j'apprends à les connaître, je vois un petit peu ce qu'ils veulent faire et je leur conseille. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. Tu vois, j'ai vraiment cette approche. Je prends du temps, mais j'ai cette approche de formation, beaucoup de formation. C'est que l'idée, c'est Ouais. parce qu'en fait, je fais un petit peu ce qu'on a fait avec moi. Tu sais, comme je te l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont conseillé. Mes parents, ça a été mes premiers mentors. J'ai eu Anouar Adam qui a été mon deuxième mentor. Et tout au Ouais. fil de mon expérience, j'ai eu des mentors tu sais, en fait, t'as pas forcément qu'un seul mentor ou un seul modèle dans ta carrière. T'en as plusieurs puisque Bien sûr. forcément tu changes toi-même. Après, j'ai eu mon mari. Exactement. Ouais. Mon mari est un vrai mentor pour moi. Un vrai mentor en tout. L'approche qu'il a, ça a été un mentor dans tout mon développement, dans la manière de voir mon business. Et voilà, à chaque fois, tu cherches un petit peu autour de toi des personnes qui vont t'inspirer et qui vont te Bon donner une moment. vision que Ouais. peut-être t'as même pas pensé. Voilà. Ouais. Oh, trop bien, trop bien. On arrive bientôt à la fin du podcast. J'avais une autre question aussi que je trouve intéressante. Tu l'as mentionné, il y a beaucoup de turnover, mais surtout dans le métier de l'avocature, il y a aussi encore plus, il y a beaucoup de gens qui changent de carrière ou qui changent de cabinet, etc. Parce que c'est un métier très demandant. Oui. Euh, à côté de ça, donc tu es une femme, tu es une mère, tu es une épouse, et puis tu gères d'autres business. Euh, J'aimerais comprendre un peu comment tu as pu t'adapter au côté familial, notamment concernant l'investissement que ça demande en termes de temps, d'avoir des enfants, etc. Est-ce que c'était un problème pour toi? Comment tu as réussi à gérer tout ça? Alors moi, je t'avoue que ça a été alors je dirais pas un problème parce que mes enfants sont pas un problème, mais être mère et avoir des enfants et être entrepreneur, entrepreneur, investisseur, avoir toutes ces casquettes, c'est pas forcément des casquettes qu'on attend d'une femme, tu vois?
On attend ça d'un homme, pas d'une femme. Et c'est vrai que moi, ce sont des casquettes que j'avais avant d'avoir ma famille, en fait. Et donc ma famille après, elle est venue un petit peu dans l'écosystème. Elle s'est un peu adaptée. Donc j'ai eu des enfants, mais j'avais toujours ces casquettes qui prenaient de la place parce que forcément, quand tu es entrepreneur, quand tu gères des gens, tu gères l'humain, tu dois atteindre tes objectifs financiers, donc c'est du stress. Mais tu as les enfants à côté. Donc comment t'expliquer? Ça a été très sportif. C'est sportif. Et j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient, ce n'est pas possible, Sonia. Tu dois faire un choix. Et comme je te l'ai dit dès le départ, c'est que dès qu'on me dit que c'est pas possible, je trouve un moyen. Challenge Mais accepted. franchement, c'est difficile. C'est difficile. Ce n'est pas que la vie, elle n'est pas facile. Et tu dois seulement être en accord avec tes choix. Et c'est vrai que moi, pourquoi j'ai voulu être entrepreneur? Parce que je voulais passer du temps avec mes enfants. Tu vas trouver ça contradictoire. Tu vas dire, mais comment tu peux avoir du temps puisqu'au final, t'as pas le temps? Et c'est vrai. Regarde, on a eu du mal à s'entretenir pour faire un podcast parce que j'ai un emploi du temps qui est très pris. J'ai beaucoup d'amis, j'ai mes amis qui me disent, voilà, on se parle pas, on se voit pas, la vie elle passe. C'est vrai que mon travail, mes ambitions me prennent beaucoup de temps, mais je voulais avoir cette flexibilité pour pouvoir aller chercher mes enfants à l'école quand je le souhaite, pour pouvoir partir en vacances quand je le souhaite. Et c'est vrai que oui, je prends mon ordinateur avec moi en vacances. Mes enfants me voient beaucoup travailler, mais j'ai aussi la chance et le luxe de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, mais vraiment. Et donc je te dirais que oui, c'est sportif. Oui, c'est stressant, mais en tant que femme, je pense qu'une femme, elle est très organisée. Toutes les femmes sont organisées, même celles qui te disent non, moi je suis pas du tout organisée, ce n'est pas vrai. Déjà gérer ses enfants, il faut faire preuve d'organisation. Mais je te dirais juste que c'est très sportif, ça c'est sûr. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est à mes côtés aussi. C'est pas non négligeable. Je suis pas toute seule, n'oublie pas. J'ai mon mari qui est à mes côtés, c'est un vrai support pour moi au niveau professionnel et personnel. Tu sais, moi quand je suis en business trip, quand je dois partir à l'étranger, c'est dur en tant que mère et femme de laisser ses enfants. Bah, mon mari garde mes enfants. Alors avant, on allait ensemble, on faisait nos voyages ensemble, nos business ensemble. Maintenant, on a vraiment on a cette stabilité. Maintenant, on se dit maintenant, on doit faire des concessions. Ça veut dire qu'on peut plus partir ensemble. Chacun a ses business, chacun a son travail, doit atteindre ses objectifs. On essaye en fait de se couper en deux. Quand c'est pour partir en business d'affaires, des fois j'ai des réunions d'affaires. Dans la journée, c'est lui en fait qui essaye quand les enfants sont pas à l'école, bien entendu, c'est lui qui essaye de m'aider. Voilà. Mon support, je te dirais, comment gérer. Il faut une bonne organisation. Il faut de l'aide, forcément. Il faut de l'aide. J'ai de l'aide. Et j'ai la chance que d'avoir à mes côtés un mari qui est entrepreneur comme moi, qui travaille dans mes business avec moi, qui comprend mes obstacles, qui comprend et qui fait preuve de concession aussi. Tout le monde ne peut pas comprendre. Si j'avais une personne à mes côtés qui serait professeur et qui serait en vacances et pendant les vacances scolaires, ça serait, je pense, très difficile de comprendre. Bien sûr. Je dis pas que c'est impossible, mais ça serait un peu plus difficile. L'avantage que j'ai, c'est qu'on est tous les deux entrepreneurs, qu'on a tous les deux nos business. Il a aussi ses business à lui, mais on a beaucoup de business ensemble qu'on fait ensemble. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à gérer. Mais après, encore une fois, je te dresse un tableau qui me paraît idéal, mais au quotidien, c'est très sportif. Tu fais beaucoup de concessions. Des fois, je travaille le soir, tu sais, quand mes enfants ils dorment, quand je peux pas. Mais j'ai décidé d'être entrepreneur et d'être indépendante pour passer du temps aussi avec mes enfants. Ce qui est paradoxal, mais c'est vrai. C'est que mes calls, mes meetings, voilà, j'essaye vraiment de les adapter. Quand tu veux. Ouais. Exactement. Mais ça n'empêche pas. Par contre, c'est vrai quand t'es entrepreneur, et tu dois le savoir, comme tu l'es toi aussi, c'est que tu as toujours ton ordinateur sur toi. Où je vais. J'ai mon ordinateur, que je sois en vacances, que je sois ailleurs, on ne sait jamais, on peut avoir besoin de moi. Mais c'est vrai que j'arrive un petit peu à trouver cet équilibre pour pas que mes enfants, que ma famille se sent lésée. Et parce que le travail, ça reste un travail, même si je suis passionnée, j'aime ce que je fais. Être avocat, c'est aider les autres. Donc forcément, ça a une implication qui est bien plus grande, tu vois. Mon travail n'est pas juste de faire des statistiques ou autre chose, de faire des trucs. J'aide les gens, tu vois, j'aide. Je les permets d'anticiper des problèmes, je leur permets de régler des problèmes. Donc, il y a une dimension humaine qui est aussi importante. Et donc voilà, donc j'ai dû trouver mon équilibre. Est-ce que avoir des enfants, ça a changé un peu ta relation au travail? Je te dis ça parce que moi aussi, quand on a notre fille il y a quelques années, c'est vrai que même moi et mon épouse, il y a des priorités qui ont changé même naturellement avec le fait d'avoir des enfants, passer du temps en famille,
même voilà, rester au travail ou aller au travail, perdre du temps, on essaie de plus perdre de temps parce que voilà, c'est moins important que rester du temps en famille. Je sais que pour moi, ça Complètement. a eu un gros impact. Oui, entièrement d'accord avec toi. Alors moi, comme tu as pu l'entendre depuis tout à l'heure, c'est que moi, j'ai voyagé très tôt. J'ai fait Ouais, des voyages business très, très tôt. Donc, j'étais en voyage tout le temps. Ma famille était habituée à me voir en voyage d'affaires. Quand j'ai eu des enfants, bah, c'est beaucoup plus difficile. Tu peux pas partir comme ça. Donc, tout est planifié maintenant. Et quand je pars vraiment. Tu sais, je reste que le temps des meetings. ouais, Dernier meeting, je m'en vais. Je prends l'avion, je pars. Pourquoi? Je pourrais rester. Tu restes, tu fais du shopping, tu te balades, tu vas voir tes amis. Non. Parce que ouais, j'ai mes enfants qui m'attendent. Je veux pas leur faire, je sais pas comment t'expliquer. On fait des concessions pour le travail, mais quand c'est fini, on rentre, en fait. Ça, c'est vraiment voilà. Et mon mari, c'est pareil. Mon mari, c'est quelqu'un aussi qui voyageait beaucoup dans les affaires. Et quand on a commencé à avoir des enfants, il a complètement changé. Avant, il pouvait rester le week-end. Il va rester le week-end à l'étranger. Donc, ouais, je reviens un peu plus tard parce qu'il y avait profite. d'autres choses à faire. Tu profites. Tu prends ton temps, tu vas voir tes amis quand t'as pas l'occasion de les voir. Mais quand tu as des enfants, tu le fais plus. Et maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que maintenant, je le vois, il revient tout de suite. Ah oui, j'ai pris un avion plus tôt, ça sert à rien que je reste. Je prends un avion, alors qu'il pourrait dormir. Rien que dormir. Tu sais, quand tu as des enfants, tu dors pas. Rien Ouais, que de ouais, rester pour dormir. Mais ce qui est fou, c'est que même à l'étranger, quand on est loin de nos enfants, ben, on dort pas. On dort pas bien, en fait. Donc, en fait, au final, tu as entièrement raison et je te suis entièrement. C'est que moi, ça a été aussi un changement pour moi d'avoir des enfants dans ma manière aussi de revoir mes priorités. Tu vois? Avant, il y a le business, il y a tout ça. C'est quand on est en couple où c'est pas la même chose. Quand tu as des enfants, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est ouais. vraiment En autre plus, ça chose. grandit tellement vite. Ouais. Euh, Sonia, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un message à faire passer aux étudiants ou à n'importe qui d'ailleurs qui a pour ambition de faire de grandes choses et qui ne sait pas par où commencer, qui est un peu perdu? Est-ce que tu as un message à faire passer? Alors, un message à faire passer. Une personne qui veut faire des grandes choses. Ok. Donc, il faudrait définir, en fait. Alors, moi, je dirais à toute personne, en fait, qui souhaite faire quelque chose de sa vie, qui souhaite être heureux dans sa vie. Et encore une fois, c'est à lui ou à elle de définir, en fait, le bonheur, comme elle l'entend. Moi, je dirais juste, la vie, elle est pleine de surprises. Ça, c'est vraiment l'enseignement que je dirais. Les obstacles, vous allez en avoir tout le temps. Et j'en ai eu, et qu'est-ce que j'en ai eu, et qu'est-ce que j'en ai encore. J'ai plein d'obstacles. J'ai eu de très belles leçons de vie, très belles leçons de vie, que ce soit au niveau professionnel et personnel, puisque comme vous pouvez le remarquer depuis tout à l'heure, pour moi, tout est lié. Voilà, le côté professionnel et personnel est lié. Je dirais juste, suivez votre instinct, écoutez les conseils, c'est pas forcément les suivre, les écouter, les entendre. Si on arrive à vous convaincre, pourquoi pas. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. En fait, je vous dirais juste de demander aux bonnes personnes, aux personnes qui sont compétentes. Si vous n'avez pas besoin de suivre, en fait, les modèles des uns et des autres. Créez votre propre modèle et tout ira bien. Vraiment. Tout ira bien. Vraiment, et je vous le dirai. J'en suis la preuve même. Vraiment. J'ai eu des échecs, j'ai eu des choses que je n'ai pas pu avoir, j'ai eu des portes qui se sont fermées, j'en ai eu d'autres qui se sont ouvertes. J'ai des amis, des personnes que j'ai rencontrées avec qui ça s'est très très mal passé et d'autres qui m'ont apporté un bonheur fou. J'ai des collègues avec qui ça s'est bien passé et d'autres pas du tout. J'ai eu des associés catastrophiques comme j'ai eu des associés incroyables. Ça fait partie de la vie et j'en suis la preuve même. On va beaucoup vous dire que ça c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Tel obstacle, tu vas avoir tel obstacle. Mais ils n'en savent rien. Et même si c'est le cas, ils ne savent même pas comment vous allez rebondir. C'est ça qui est incroyable. Donc moi, je Mhm. vous dirais juste, appréciez la vie comme elle est, affrontez les obstacles comme ils sont et rebondissez. C'est tout. Mais c'est vous qui créez votre chemin. En fait, et ça, encore une fois, je vous le dis vraiment de tout mon cœur parce que j'ai même pas pensé, hein. Mais je vous dis par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Et je le dirai encore, et je le dirai encore à mes enfants, et je leur rappellerai toujours, c'est que la vie, elle est pleine de surprises. Faites les choses comme vous avez envie de les faire, et avec vos valeurs, avec votre éthique, et les portes s'ouvriront très facilement. Et vous serez très surpris, comme je l'ai été et comme je le suis encore. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour ce conseil, Sonia. Si un auditeur ou une auditrice a soit suivre ton travail ou te poser, demander un conseil, ou peut-être il y a des étudiants avocats qui écoutent ou des avocats, je sais pas, comment te suivre, comment te joindre?
Il y a aucun problème. Ils peuvent me joindre sur LinkedIn. Tu peux me trouver. Tu tapes mon nom et mon prénom. Je suis sur LinkedIn. Ils peuvent m'envoyer des emails. Tu sais que je suis régulièrement approchée par des étudiants qui se posent des questions. Comme tu le sais, un devoir qu'on a nous tous en tant que professionnels, c'est de partager. On doit partager notre expérience, notre expertise et aider un peu la jeunesse et même aider des personnes qui le sont moins, mais qui ont forcément des questions. C'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour un partage d'expérience. Je serai ravie. Et en tout cas, je l'ai toujours fait jusque-là. Donc, pourquoi pas continuer? Sur LinkedIn, voilà. N'hésitez pas sur LinkedIn. Je mettrai le lien en description, Inch'Allah. Génial. Merci beaucoup en tout cas, Sonia, pour ton temps. Je sais qu'on a un peu dépassé et ton temps est précieux. Je suis désolé pour ça. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast Muslim Maker. Ça valait le coup d'attendre. Et j'aimerais Dieu qui te facilite pour tes projets, ta famille et qui bénisse tout ce que tu fais. Amine, merci beaucoup à toi pour ce partage d'expérience et merci pour tout. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue. Non, c'est très bien. À m'emporter quand je parle, mais c'est juste que je dis les choses avec le cœur et c'est des choses que j'ai eu l'expérience, donc forcément, tu as envie de le partager. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour l'invitation. Je suis touchée que tu m'aies invitée et on se dit à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.